Cette organisé conférence va maintenant être enregistrée. les emballages de demain qui avaient eu également énormément de succès. Donc, avant de commencer, quelques petites règles techniques pour assurer un bon fonctionnement de ce webinaire. Tout d'abord, je vous demanderai à tous de bien couper vos micros afin d'éviter les bruits parasites lors des présentations. L'ensemble des questions que vous pourriez poser sont à inscrire dans le chat. Elles seront traitées ensuite par les équipes de l'ANIA qui organiseront des sessions d'échange avec les participants après chaque intervention. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé en replay sur la chaîne YouTube de... Biscotte Pasquier, Pierre, bonjour. Alors, si vous voulez bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, le webinaire sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube Alors, de la... bonjour, vous êtes à l'accueil du site Biscotte Pasquier. Oui, alors il doit y avoir quelqu'un qui s'est mis en double appel, je ne sais pas, mais on est sur un webinaire là, donc c'est un... Allô? Ok, donc les supports de présentation vous seront transmis à l'issue de ce webinaire, sauf la présentation de Pili qui ne sera pas disponible. Donc le webinaire aujourd'hui porte sur les encres dans l'emballage durable. Aujourd'hui au cœur des stratégies des entreprises pour les emballages durables. Il y a énormément de... Est-ce qu'on peut couper son micro, c'est possible? Là. Ok, le son est revenu. Très bien, merci Olivia. Donc, comme je disais, ce webinaire porte sur les encres dans l'emballage durable. Et donc, l'éco-conception, comme vous le savez, est au cœur aujourd'hui des stratégies des entreprises pour permettre un emballage durable, recyclable, ergonomique et qui respecte l'ensemble des règles sanitaires. L'ANIA accompagne les entreprises alimentaires dans cette démarche d'éco-conception. Nous avions, à ce titre, en 2019, rédigé un livret d'engagement sur les emballages alimentaires et nous avons organisé tout au long de cette année un cycle de webinaires sur l'éco-conception des emballages avec Citeo qui sont d'ailleurs disponibles en replay sur le site de l'ANIA. Je laisse dès à présent la parole à Frédéric Merle, chargé de développement chez Eura Materials. Merci beaucoup et très bon webinaire à tous. Bonjour, merci Léa, bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue à tous à ce webinaire. Vous savez bien sûr que les encres, pour vous présenter Eura Materials rapidement, c'est un pôle de compétitivité basé dans le France, spécialisé sur la transformation des matériaux. Je vais laisser passer le petit problème de son, voilà. Donc, on travaille sur les matériaux de manière générale. Globalement, on est très présent dans le domaine de l'emballage, donc sur les matériaux liés à l'emballage, et l'encre, qui est un élément constitutif important, évidemment, qui peut apporter notamment des fonctionnalisations à l'emballage. Et également des impacts sur la fin de vie de l'emballage, notamment sur sa recyclabilité, voire sur sa compostabilité. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est bien de faire un petit point sur des axes de recherche qui peuvent être développés par certains laboratoires, par des entreprises sur ce sujet, et également faire un point avec David Charquet de l'entreprise Silkware sur leur développement en interne pour aller vers des encres plus durables, plus éco-conçues. Donc, on va directement commencer les présentations avec Jean-Mario Julien,
qui est ingénieur R&D au LNE, au Laboratoire National de Métrologie. Et à la fin de sa présentation, on essaiera de répondre à quelques questions dans la limite du temps, bien sûr, qui est imparti. Donc, je laisse la parole à Jean-Mario et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Jean-Mario, on ne t'entend pas, il faut que tu mettes ton micro. Oui, j'ai activé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. Et on vous entend. Oui. Donc, très bien. Et vous voyez bien le document, je pense. Donc, bonjour à tous. Je suis Jean-Mario Julien et je suis ingénieur de recherche au Laboratoire National de Métrologie et d'Essai. J'interviens plus spécifiquement sur les matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les réglementations et recommandations applicables aux matériaux imprimés destinés au contact des aliments. Donc, le contexte réglementaire. Donc, si vous voulez, en Europe, vous avez deux niveaux de réglementation sur les matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Vous avez un niveau de réglementation au niveau de l'Union européenne même, avec le règlement cadre, qui est le règlement 1935-2004, qui fixe le cadre réglementaire sur les matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Et dans le cadre de ces règlements-là, vous avez 17 groupes de matériaux qui sont susceptibles d'avoir un règlement ou une directive harmonisée au niveau de l'Europe. Mais par contre, l'article 6 du règlement cadre n'empêche pas les États membres de légiférer ou de maintenir, on va dire, des dispositions nationales pour les matériaux qui n'ont pas de règlement spécifique harmonisé au niveau de l'Europe. Et dans ce cadre-là, on va parler d'une réglementation au niveau des États membres et cette réglementation est gérée par la reconnaissance mutuelle que vous pouvez remarquer ici, le règlement 2019-515 qui fixe les exigences de cette reconnaissance mutuelle. Donc, comment est faite l'évaluation des risques au niveau de l'Europe et puis au niveau national? Donc, ici, on va dire au niveau français. Donc, l'évaluation des risques est faite par l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments, au niveau européen. Et au niveau de la France, l'évaluation des risques est faite par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En gros, ces deux agences vont donner leur avis à la DGCCRF ou encore à la DG Santé, qui est un service administratif de la Commission européenne. Et en fonction des avis donnés, la DGCRF et la DG Santé vont légiférer derrière. Donc, voilà. Et si vous voulez, le règlement 1935-2004 impose le principe d'inertie pour les matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Et c'est quoi le principe d'inertie? C'est tout simplement, il faut que les matériaux, les objets qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments ne présentent pas un danger pour la santé humaine. Il ne faut pas que ces matériaux modifient les propriétés organoleptiques des aliments, sauf dans le cas des emballages actifs, où là, ce sont des emballages qui vont rentrer en interaction avec l'aliment. Et puis, il ne faut pas également que ces matériaux ou ces objets altèrent la composition des aliments. Et encore une fois, dans le cas des emballages actifs, c'est autorisé. Et au niveau des conditions de fabrication et de commercialisation, on a un certain nombre d'exigences à respecter. Déjà, il faut fabriquer les matériaux en suivant les règles de bonne pratique de fabrication qui sont énoncées dans le règlement 2023-2006. Et puis, il ne faut surtout pas induire les consommateurs en erreur en respectant les règles d'étiquetage et en ne faisant pas on va dire, de la publicité mensongère. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 17 groupes de matériaux qui sont référencés
dans le règlement cadre, qui est le règlement 1935 en 2004, qui fixe le cadre de la législation. Et parmi ces 17 groupes de matériaux, vous avez que 4 groupes de matériaux qui ont un règlement spécifique harmonisé au niveau de l'Europe. C'est le cas des matières plastiques, pellicules de cellulose régénérée, les matériaux et objets actifs et intelligents et les céramiques. Et puis, vous avez un autre groupe de matériaux qui sont partiellement réglementés. C'est le cas des élastomères et des vernis. Et puis ici, en noir, tous ces matériaux-là n'ont pas de règlement spécifique harmonisé au niveau de l'Europe. Donc, vous avez soit des règlements au niveau national ou des recommandations pour ces matériaux. D'ailleurs, pour les encres d'impression, vous n'avez pas de règlement spécifique harmonisé au niveau de l'Europe, ni de règlement au niveau national. Donc, les critères d'inertie à respecter par matériau. Donc, dans l'article 5 du règlement 1935-2004, vous avez un certain nombre de critères à respecter pour mettre en conformité un matériau dont les encres qui sont destinées à être utilisées pour le contact alimentaire. Donc, il faut utiliser une liste de substances autorisées, c'est-à-dire il faut utiliser des substances qui ont été évaluées et autorisées dans la formulation des encres. Il faut prendre en compte les critères de pureté des substances, c'est spécifiquement le cas pour les pigments et les colorants. Il faut respecter les conditions d'emploi des substances, les limites de migration spécifiques si on a pour des substances et la limite de migration globale dans le cas où on procède à des analyses de migration globale. Et puis, il faut respecter les prescriptions pour le contact buccal. Donc, ça, ce sont des critères d'inertie qu'on va dire qui sont des critères qui sont spécifiques à chaque type de matériau qui est destiné à entrer en contact avec les aliments. Et donc, pour les encres, même si je vous ai dit qu'il n'y a pas un règlement spécifique harmonisé au niveau de l'Europe, mais il y a un certain nombre de textes qui peuvent être utilisés pour mettre en conformité ces encres. Prenons par exemple, au niveau des textes réglementaires, déjà, il faut utiliser le règlement 1935 en 2004 qui va fixer le cadre de la législation et présente les critères d'inertie à respecter. Et puis, il y a le règlement 2023-2006 sur les règles de bonne pratique à mettre en place pour prouver la conformité de vos matériaux, dont les encres. Et puis, il y a le règlement UE10-2011 qui concerne les matières plastiques qui sont destinées à entrer en contact avec les aliments, où là, vous avez toute une liste de substances qui peuvent être utilisées aussi pour prouver la conformité de certaines substances que vous pouvez retrouver dans la formulation des encres. Et puis après, vous avez des recommandations. Et ces recommandations-là, vous pouvez également les utiliser pour mettre en conformité les encres. C'est le cas des avis qui ont été donnés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui date de 1995, où là, vous avez toute une liste de solvants qui peut être utilisée dans la formulation des encres. Et puis, vous avez également les recommandations de la DGCRF qui sont publiées sur son site Internet. Vous avez une circulaire, c'est la circulaire française numéro 176 qui peut être utilisée pour les colorants et un certain nombre d'additifs qui rentrent dans la formulation des colorants ou encore des pigments qui peuvent être utilisés dans la formulation des encres. Vous avez également la résolution du Conseil de l'Europe, qui est le RSAP 2005-2, sur les encres qui peuvent être appliquées sur la partie externe du matériau qui va entrer en contact avec l'aliment. Et puis, vous avez les règles de bonne pratique de fabrication qui sont énoncées par l'Association européenne des encres, qui est EPIA. Et puis, vous pouvez également mettre à profit la législation suisse sur les encres pour la formulation des encres, qui sont destinées à être utilisées sur les matériaux qui sont susceptibles de rentrer en contact avec les aliments. Et donc, ce règlement 2023-2006, si vous voulez, a été publié en 2006, après la crise sanitaire de l'ITX en 2005. Si vous voulez, l'ITX est un photoinitiateur qui est habituellement utilisé dans les encres d'impression. Et cette substance a été retrouvée dans du lait infantile
qui étaient conditionnés dans des emballages en carton. Donc, si vous voulez, ce règlement vise donc à clarifier les règles de bonne pratique de fabrication pour les matériaux destinés au contact des denrées alimentaires et présente spécifiquement des règles applicables aux bonnes pratiques de fabrication des encres d'imprimerie à destination des MCD. C'est les matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Donc, quelles sont les règles de bonne pratique de fabrication à mettre en place? En gros, il faut mettre en place un système d'assurance en qualité, c'est-à-dire il faut avoir des personnels compétents pour répondre à la fabrication des encres et de l'objet qui va être imprimé derrière. Il faut avoir des locaux et des équipements appropriés. Il faut utiliser des matières premières ou encore des substances qui ont été évaluées et autorisées. Il faut mettre en place des opérations de contrôle et de fabrication de ces matériaux ou de ces encres. Et il faut mettre en place des actions correctives, on va dire des mesures correctives en cas de besoin. Il faut surtout avoir une documentation appropriée et disponible en cas de demande par les autorités compétentes pour prouver la conformité des matériaux qui sont imprimés ou encore des encres qui sont destinées à être utilisées sur ces types de matériaux. Et puis, il faut réaliser des audits pour suivre les processus qui ont été mis en place. Si vous voulez, dans le cas des encres d'imprimerie appliquées sur la partie des matériaux ou objets qui n'entrent pas en contact avec les denrées alimentaires, les règles de bonne pratique doivent pouvoir garantir en particulier que ces substances ne sont pas transférées aux denrées alimentaires par maculage ou s'étoffent lorsqu'on empile, par exemple, plusieurs objets qui sont imprimés. Ou il faut également empêcher le transfert à travers du support du matériau vers l'aliment des encres. Donc, au niveau des recommandations, donc, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de règlement spécifique. Vous pouvez utiliser des recommandations, par exemple, de la DGCCRF qui sont publiées sur le site internet de la DGCCRF. Donc, les recommandations de la DGCCRF, c'est tout simplement, il ne faut pas qu'il y ait de contact direct entre la partie imprimée du matériau et les aliments. Et puis, il ne faut pas utiliser de substances de la liste d'exclusion. La liste d'exclusion, c'est tout simplement, il ne faut pas utiliser des substances en CMR, des substances toxiques et très toxiques, ou encore des substances en faisant partie de l'annexe 17 de REACH. Et puis, il faut, on va dire pour les substances de masse moléculaire inférieure à 1000 Dalton, pour ces substances-là, on doit faire l'objet d'une évaluation des risques appropriés. C'est-à-dire, si la migration de ces substances-là sont supérieures à 10 ppb ou inférieures à 50 ppb, il faut procéder à 3 tests de, on va dire, mutagénèse négative pour pouvoir utiliser ces substances dans la formulation d'une encre. Et si la migration de ces substances, si vous voulez, est supérieure à 50 ppb, là, il faut tout simplement déposer un dossier toxicologique complet pour évaluer ces substances avant de pouvoir les utiliser dans la formulation d'une encre. Et puis, il y a des critères de pureté à respecter. Les critères de pureté sont les critères que vous pouvez retrouver dans la circulaire numéro 176, où là, vous avez toute une liste de substances qui peuvent être utilisées dans la formulation des colorants ou encore des pigments. Et puis, il faut respecter les points d'ébullition des solvants qui doivent être inférieurs à 150 degrés. Et puis, vous pouvez utiliser toute une liste de solvants qui est recommandée par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Donc, voilà en gros ce que vous pouvez retrouver dans la fiche de la DGCCRF sur les encres. Donc, ici, je vous présente rapidement, c'est les solvants qui peuvent être utilisés dans la formulation de ces encres. Et puis, parmi ces solvants, vous avez 12 qui ont une limite de migration spécifique, et cette limite va de 0,6 mg par kilogramme de denrées alimentaires à 5 mg par kilogramme de denrées alimentaires. Par contre, il faut faire attention à cette liste. Il faut toujours regarder est-ce que ces limites de migration n'ont pas changé en gros, parce que la réglementation est très active. Donc, d'un coup, il faut toujours vérifier est-ce que vous avez toujours les mêmes limites de migration spécifiques ou encore est-ce qu'il n'y a pas eu des restrictions d'emploi par rapport à ces solvants. Comme vous pouvez remarquer ici, cette liste a été publiée en 1984.
Et puis, pour les colorants, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre à profit la circulaire numéro 176 et ses avenants. Et puis, vous avez un projet d'arrêté qui date de 2004, qui n'a pas été publié, mais qui peut être également mis à profit sur la formulation des colorants ou encore des pigments qui vont entrer dans la formulation des encres. Et puis, vous pouvez également utiliser les résolutions du Conseil de l'Europe, qui est le RESAP 89.1 pour les colorants. Les critères à respecter, c'est tout simplement, il faut utiliser une liste de substances autorisées et évaluées. Et puis, il faut respecter les degrés de pureté au niveau des métaux comme le plomb, cadmium, arsenic, mercure, etc. Et au niveau des recommandations, vous pouvez également mettre à profit la résolution du Conseil de l'Europe, qui est le RESAP 2005-2 sur les encres qui peuvent être utilisées sur la partie externe du matériau qui va entrer en contact avec les aliments. Et donc, vous avez un logigramme sur la sélection des substances qui peuvent être utilisées dans la formulation des encres. Vous avez des critères d'exclusion et des listes d'exclusion également. Vous avez une liste d'inventaire de substances qui peuvent être utilisées dans la formulation des encres, qui sont des additifs, des liants, teintures, pigments. Et puis, vous avez des exigences à respecter, c'est-à-dire des limites de migration spécifiques, des degrés de pureté ou encore des concentrations maximales à ne pas dépasser. Et puis, il faut, pour les substances qui sont non évaluées, il ne faut pas dépasser une limite, on va dire, de détection analytique pour ces substances qui va être fixée à 10 ppb. Donc, il ne faut pas dépasser cette limite de migration spécifique dans les aliments en gros. Et puis, pour qu'une substance soit inscrite dans une liste positive, il faut pouvoir faire une demande préalable à l'EFSA pour l'évaluation des risques par rapport à cette substance avant de pouvoir l'utiliser dans la formulation d'une encre. Et donc, ça, c'est le logigramme que je vous ai parlé ici, que vous pouvez retrouver dans la résolution. Donc, c'est le processus à mettre en place avant de pouvoir utiliser une substance dans la formulation d'une encre. Donc, vous allez avoir ces documents par la suite. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce logigramme. Et donc, vous pouvez également mettre à profit les règles de bonne pratique qui sont énoncées dans le guide EPIA. Donc, les règles, c'est surtout un logigramme qui spécifie comment on sélectionne les substances. C'est comme dans la résolution qu'on vient d'avoir précédemment. Et puis, vous avez des critères d'exclusion et une liste d'exclusion aussi des substances qui ne peuvent pas être utilisées dans la formulation des encres. Vous avez des critères de pureté à respecter. Vous avez des méthodes de test à appliquer pour les encres qui sont destinées à être utilisées sur la partie non en contact avec les aliments. Et puis, vous avez des limites à respecter. Et surtout, vous avez une méthode de calcul de la migration maximale d'une substance qu'on peut retrouver dans les aliments. En gros, on va dire on a une certaine quantité de substance initiale dans une masse d'encre sèche. Si cette concentration de substance-là migre dans mon aliment, la question à se poser, est-ce que je dépasse la limite de migration spécifique fixée par rapport à cette substance? Donc, vous avez une méthode de calcul dans ce guide qui a été publié, je crois, en 2009 et la dernière version date de 2016 de mémoire. Donc, ça, c'est le logigramme que vous pouvez retrouver dans ce guide que je ne vais pas reprendre ici parce qu'on n'aura pas assez de temps pour expliquer ce logigramme. Et enfin, vous avez la législation suisse. Donc, la législation suisse qui est l'ordonnance suisse où vous pouvez retrouver dans la section 12 une partie sur les encres d'impression qui peuvent être appliquées sur la partie externe du matériau qui ne va pas entrer en contact avec les aliments. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre à profit cette ordonnance en Suisse pour la formulation des encres qui sont destinées à être utilisées sur ces matériaux-là. Et c'est toujours le même principe. Il faut respecter les critères de pureté, les limites de migration spécifiques, etc. Et si pour une substance, vous n'avez pas d'évaluation ou que cette substance-là n'a pas été préalablement utilisée, il faut procéder à un dépôt
de dossier pour faire valider et autoriser cette substance. Et enfin, pour de plus amples informations, vous pouvez aller sur le site internet du LNE, qui est le site contactalimentaire.fr, pour avoir de plus amples informations sur la réglementation des matériaux qui sont destinés à entrer en contact avec les aliments. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Mario. Alors, en termes de timing, on est un petit peu serré. On va prendre juste une seule question, peut-être, bien qu'il y ait pas mal de. Il y a quelques questions qui ont été posées, mais il y a des réponses qui ont été apportées au fur et à mesure. Donc, je prends juste une question à laquelle je te demanderai, s'il te plaît, de répondre rapidement pour respecter le timing. C'est est-ce qu'il y a, y a-t-il un texte qui précise ce qu'est une encre recyclable? Une encre recyclable, non. Et à ma connaissance, il n'y a pas de texte qui spécifie ce que c'est un encre recyclable. Il y a un texte qui est sur les matériaux recyclés, mais là, c'est pas spécifiquement pour les encres, c'est spécifique pour les plastiques en bout. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Mario, et je te propose d'aller répondre directement aux questions sur le chat. Et je vais maintenant passer la parole à David Charquet, qui est directeur grand compte unité papier et carton de l'entreprise Sigwerk. Donc, merci d'avance pour cette intervention. Et David, donc, je vous laisse la parole. David, on ne vous entend pas. Là, ça doit être bon. Excusez-moi, j'étais en mute. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde des encres à l'eau éco-formulées Uninature de Sigwerk. Donc, Uninature, c'est comment repenser les encres à l'eau pour les emballages papier-carton utilisés aujourd'hui en Europe et dans le monde entier, puisque les solutions Sigwerk sont disponibles dans le monde entier. Donc, le visuel, vous allez l'avoir en anglais et la présentation sera en français. Donc, les solutions, on les appelle, c'est des solutions Rethink. Chez Sigwerk, c'est le motto lié à ces encres éco-formulées. Et tout cela, c'est grâce à l'économie circulaire. Donc, l'objectif de Sigwerk est de construire et de renforcer l'économie circulaire et de devenir une entreprise de solutions d'emballage circulaire et numérique dans le cadre de la stratégie Sigwerk 2025. Au travers de cette stratégie, on a défini donc 2 idées et 5 grands sujets. Donc, les 2 grandes idées sont la conception à moindre coût et la conception pour le recyclage. Les sujets que l'on a définis, on en a défini 5 avec 3 grandes priorités. Donc, la première des priorités, c'est les emballages monomatériaux pour une recyclabilité accrue, donc plus importante. Les emballages réutilisables pour garantir une utilisation efficace des ressources, ça c'est le grand sujet 2. Et le désancrage pour améliorer la qualité du contenu recyclé. Le désancrage, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec le CTP. Il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours et déjà des solutions utilisées principalement dans le monde de l'étiquette. Ensuite, il y a des emballages renouvelables pour limiter l'utilisation des ressources justement limitées et la conception à moindre coût au service de l'emballage des leviers de l'économie circulaire. Ça, c'est 2 sujets qui sont, je dirais, dans les priorités sur les années à venir. Donc là, on se présente plutôt comme un partenaire, c'est-à-dire le partenaire de nos clients, le partenaire des donneurs d'ordre pour des emballages, des solutions d'emballage circulaire. On concentre nos efforts donc, pour aider à façonner l'avenir de l'emballage pour ce fameux monde, je dirais, circulaire. On travaille au travers d'équipes innovation, donc des équipes innovation Sigwerk, des équipes R&D,
On a une équipe de toxicologues qui gère les matières premières de façon à ce qu'elles soient en ligne avec la réglementation que vous venez de visualiser. On a des partenaires comme le CTP, on a des partenaires machines, fabricants de machines, donc qui impriment. On a des partenaires fabricants de supports et on a aussi l'ensemble de la chaîne graphique disponible pour celui qui, dans sa stratégie, a ce développement circulaire. Donc les encres et les revêtements jouent un rôle essentiel de facilitateur soutenant tous les leviers de cette économie circulaire, qui est basée sur 3 principes, de la conception des déchets et de la pollution, du maintien des produits et des matériaux en service, et de la régénération des services naturels. Donc les uns, on les a illustrés, je dirais, de façon schématique pour que ce soit plus compréhensible, mais c'est vraiment les 3 principes que l'on suit au niveau de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, Ziegwerk est prêt pour ce futur puisqu'on a des solutions disponibles sur le marché et notamment la solution que l'on appelle Uninature. Donc Uninature, c'est un système modulaire, c'est un concept d'encre modulaire au travers de laquelle on retrouve 2 sets de bases pigmentaires. Les bases pigmentaires unies, ce sont des bases monopigmentaires concentrées avec un niveau de VOC faible. Et on a un set de bases pigmentaires unités qui sont haute concentration en pigments. Elles ont le food contact, le BFR, la compliance 021-2014 et sont conformes au niveau des amines aromatiques. Donc ça, ce sont qui sont aussi pour le food contact. À partir de ces bases pigmentaires, on a développé des décolorants. Et ces décolorants sont formulés avec des ingrédients biosourcés. Donc le contenu biorenouvelable de ces décolorants est supérieur à 30% au niveau des résines biorenouvelables et supérieur à 20% pour les produits naturels. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sélectionne des matières premières biosourcées, on sélectionne des produits naturels. Et ces produits, ces matières premières-là, eh bien, on joue avec de façon à avoir un décolorant qui a un BRC, un Bio-Renewable Content, supérieur à 30% et pouvant aller jusqu'à 70% pour certaines séries d'encre, que l'on verra un peu plus tard. La priorité aujourd'hui au niveau des chercheurs, c'est d'utiliser ces matières premières qui ont un taux de BRC, de renouvelable, le plus important possible. Donc, les matières premières sont sélectionnées en ligne avec les critères réglementaires qu'on a vus donc, dans la présentation précédente. Et on en a rajouté un, on a rajouté ce fameux taux de BRC. Tout ça, c'est mesuré au carbone 14. On utilise des labos extérieurs pour être conforme et sûr. Et donc, on a un certificat au carbone 14 qui définit le pourcentage de renouvelable de la série d'encre et du décolorant utilisé. Donc, le mélange de ces bases pigmentaires avec ces décolorants BRC, biosourcés, donne 4 solutions aujourd'hui disponibles sur le marché. Une solution pour le carton ondulé, donc Uninature Core. Une solution disponible pour le marché du sac papier, pet food, aliments, fertilizers, building materials. On a une solution pour le cup, Uninature Cup. Ça, c'est pour toutes les impressions cup, cold cup, boissons froides et boissons chaudes. Donc, impression carton et impression PE carton. Et une solution Uninature Wrap. Ça, c'est pour tous les papiers d'emballage qui sont utilisés sur le marché. Donc, les produits, comme je vous ai dit, on ne développe pas les produits seuls au niveau de Ziegwerk. On associe des partenaires et notamment la solution présentée pour le carton ondulé, donc Uninature Core, a été qualifiée avec Bobst. Et on a fait ça donc, sur une machine DRO 1628, donc en post-impression, format carton ondulé. Et on a utilisé en surimpression un OPV biosourcé, lui également. Donc, il n'y a pas que les encres qui sont maintenant qui ont un taux de BRC important, mais aussi des OPV, des surlacs. On en a une disponible aujourd'hui qui est en barrière graisse,
qui a 99,9% de produits biosourcés, donc qui est quasiment 100% bio. Si on prend les critères qui étaient mis en avant au niveau de Bobst et au niveau du marché dédié à ce carton du lait, c'était l'impact des biocomposants sur le transfert. Donc, il fallait vérifier si le transfert de ces encres était aussi bon que le transfert d'une série d'encres standard à l'eau, donc en version D optique, densité optique, force colorante, qualité d'impression, vitesse de séchage et stabilité des produits sur machine. Le nettoyage est très important pour les imprimeurs, pour la productivité, et donc ça, c'était un des critères fondamentaux. Les résistances en sortie d'impression étaient aussi, elles, importantes. La mousse, il ne fallait pas que le produit mousse sur machine. Et on a eu de très belles surprises puisqu'on s'est rendu compte que les points avaient une qualité d'impression supérieure aux séries standards. Donc, on avait un dot gain très inférieur et donc une clarté d'impression au niveau des faibles trames très intéressante. Donc aujourd'hui, avec Uninature, je dirais, on contribue à la réalisation de l'économie circulaire. On tient compte de la nécessité de maintenir les niveaux similaires de désancrage et les niveaux réduits de microplastiques. On a aussi des avantages supplémentaires donc, qui sont très intéressants et qu'on ne néglige pas. Donc c'est facile à échanger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un imprimeur qui veut passer d'une série standard à une série biosourcée, eh bien un simple clic, hein, il change de produit, met les produits biosourcés, il n'a pas besoin de changer d'équipement et on appelle ça, nous, simple clic, puisqu'il y a juste au niveau des formulations à changer au niveau de l'ordinateur qui gère les formules. On a un ratio à changer et là, tout fonctionne bien. La performance de l'encre a été vérifiée puisqu'on la vérifie avant de la mettre sur le marché. On la vérifie, en laboratoire, en centre pilote d'impression Ziegwerk et ensuite avec des partenaires tels que Bobst ou autres clients, je dirais, intéressés pour être pilotes. Les intensités de couleur n'ont pas changé. La vitesse d'impression des tirages élevés était impeccable. Le nettoyage facile. Et au niveau, je vous ai dit, les dot gain, les points en faible trame étaient supérieurs à la qualité standard. Et très important, puisque les imprimeurs, le coût, et pour tout le monde, je dirais, le coût est important. Et là, c'est un coût identique, puisqu'il n'y a pas de coût supplémentaire à passer en BRC par rapport à une série standard. Donc ça, je dirais, il n'y a même plus d'excuses aujourd'hui sur le marché. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc les extenders Uninature sont formulés avec un contenu bio-renouvelable élevé, mesuré au carbone 14 en laboratoire extérieur. Et là, je vous présente le chemin Ziegwerk vers Uninature. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années que l'on travaille sur ces solutions biosourcées. Si on prend l'encre standard, celle qui est utilisée principalement chez les clients que l'on appelle Unicor, vous avez un taux de BRC qui est de l'ordre de 5%. Ensuite, il y a 7 ans, on a mis sur le marché notre première série biosourcée qu'on avait appelée Unirix. Uni, donc c'est les bases, Rix, Renewable Ink Content System, c'est la première solution. Qu'est-ce que l'on a fait? On a greffé un monomère végétal sur un monomère acrylique et on a créé ainsi une résine hybride Ziegwerk que l'on a utilisé dans les décolorants pour les séries d'encre. Et là, on avait un taux, je dirais, de BRC qui était de l'ordre de 10 à 15% en fonction des déclinaisons de produits. La deuxième génération qui est arrivée sur le marché il y a 3 ans, c'est la solution Unixil, Xil pour le bois par rapport au bois, puisqu'on a utilisé la lignine. Donc, on a introduit de la lignine dans le décolorant et à partir de là, on formulait des encres. Donc, il y avait 2 solutions. La solution pour les teintes foncées où la lignine était à un taux important et donnait donc un taux de BRC pour la solution encre assez important. Le seul problème rencontré, c'est que la lignine étant foncée, elle salissait certaines teintes, surtout les teintes fraîches. Donc, on avait créé un additif à base de lignine que les clients imprimeurs introduisaient dans leur couleur en fonction de la force colorante de leur couleur.
et de façon à pas, je dirais, salir les couleurs. Donc, ce n'était pas, je dirais, une solution pérenne dans la mesure où les teintes fraîches avaient un taux de lignine inférieur et on ne pouvait pas se targuer, je dirais, d'avoir un taux de BRC important. Donc, les laboratoires ont travaillé d'arrache-pied pour arriver sur une 3e génération. Et là, on a des taux de BRC de 40 à 45%, voire même 70% pour la solution que je présenterai juste après, pour les gobelets en carton. Et celle-là, on l'appelle Uninature. Donc, Uninature, ce sont des résines biosourcées mélangées à des produits naturels. Et donc là, c'est le grand pas, c'est l'utilisation de produits naturels dans les encres. Alors là, est-ce que vous avez déjà entendu parler des vernis barrières naturels, durables et fonctionnels? Ça, c'est le next step, je dirais, le grand pas qui arrive aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces vernis barrières pour remplacer les revêtements PE qui donnent un moteur économique aux recycleurs et aux collecteurs tout en réduisant l'impact environnemental. Donc, élimination d'emballages multimatériaux, réduction de l'utilisation de plastique, augmentation de la valeur des vieux papiers et augmentation de la récupération des fibres. Donc, une grosse réduction des déchets. Et là, c'est un autre type de partenariat que Ziegwerk a initié avec Code Camille, donc fabricant de papier, pour le marché du gobelet, pour le marché de la glace. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est les gobelets en carton sont imprimés avec Uninature Cup, qui a un taux de BRC de 70%. Et pour éviter l'utilisation, pour supprimer l'application PE des gobelets pour boissons, je dirais, froides, on utilise un primer et une surlac qui est, elle, complètement biosourcée. Donc, on arrive sur des gobelets en carton qui sont vraiment orientés nature, BRC, et avec un contenu de BRC supérieur à 70%. Et là, c'est vraiment un exemple type d'économie circulaire, un succès, je dirais, sur le marché. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce que je vous propose? Let's rethink and try Uninature. C'est de vivre ensemble Uninature et de voir de ce que l'on peut repenser ensemble comme solution d'emballage. Et là, on est à votre disposition pour réfléchir sur ces solutions possibles par rapport à vos marchés actuels. Merci. Merci David. On a le temps de poser quelques questions. Donc voilà, je te pose la première. Quelles sont les matières premières pour les colorants, pigments biosourcés? Alors, ce qui est de biosourcé au niveau des pigments aujourd'hui, je vous ai dit que c'était uniquement les décolorants qui étaient biosourcés. C'est-à-dire que les pigments, eux, ce ne sont pas des pigments qui restent organiques. Les résines que l'on utilise, elles, sont biosourcées ou naturelles. Mais les pigments, eux, restent organiques. Ce n'est pas des pigments biosourcés. Alors justement, on en parlera tout à l'heure avec la société Pili qui justement essaye de développer des pigments biosourcés. Tout à fait. Tout à fait. C'est très intéressant. Autre question. Qu'en est-il de la présence d'huile minérale dans les encres? L'article 112 de la loi AGEC en interdit la présence dans les emballages au 1er janvier 2022 et dans les impressions de façon plus générale à l'horizon 2025. Alors, si on prend d'abord, ça ne concerne pas mon marché. Moi, le marché du papier carton et les encres à l'eau, on n'utilise pas d'huile minérale. C'est principalement dans les encres offset pour emballage, je dirais, papier carton. Mais chez Ziegwerk, depuis déjà de très nombreuses années, nous n'utilisons plus d'huile minérale. C'est des huiles végétales qui sont utilisées. D'ailleurs, le développement a été réalisé avec Nestlé pour Nespresso, puisqu'on avait lancé sur le marché il y a, je dirais, maintenant 7 ans, la série NutriPack qui utilise uniquement des huiles végétales. Donc, les huiles minérales, on utilise, je dirais, plus du tout. C'est principalement des huiles végétales. Mais c'est pour le marché, je dirais, ce sont les encres offset et pas les encres à l'eau. J'ai une question aussi sur les aspects de compostabilité de ces encres. Alors, si on prend en particulier, est-ce que la solution
répondrait aux critères du home compost? Alors, la série uninature, je ne l'ai pas précisé, hein, mais les séries d'encre à l'eau, que ce soit la série d'encre standard, la première génération, la deuxième génération ou la troisième génération d'encre à l'eau, elles sont toutes OK Compost et Home Compost. C'est-à-dire c'est une priorité chez nous. Et le OK Compost, de toute manière, il est donné, ce sont les bases pigmentaires. Donc, toutes nos bases pigmentaires, que ce soit les bases unies à une concentration moyenne ou haute concentration unité, ont l'agrément OK Compost et Home Compost. C'est une priorité chez Ziegler. Concernant l'utilisation des encres comme solution de revêtement propriété barrière, quid de l'élimination de ces coatings dans les cycles de recyclage du papier et carton? Alors aujourd'hui, les vernis barrières développés sont recyclables puisque de nombreux, je dirais, partenaires utilisant des cartons PE utilisent l'option vernis barrière et la législation autorise ces vernis dans le côté recyclable. Alors, on entend parler de prochaines législations qui doivent légiférer par rapport à ces vernis barrières, mais il n'y a aucun texte de déposé à ce jour. Alors, mon collègue précédent peut-être a plus d'éléments concernant la réglementation, ce n'est pas mon domaine d'application, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que peut-être qu'il y aurait des textes qui légiféreraient sur les vernis barrières, mais ça, j'en ai encore pas vu. Hein. Donc aujourd'hui, les vernis barrières utilisés à la place du PE sont donnés recyclables. Dernière question, après on devra passer à la présentation suivante. Est-ce que vous avez validé l'impact organoleptique de l'uninature sur les différentes catégories d'aliments, secs, gras, humides? Et si oui, comment l'avez-vous validé? Alors oui, toutes les encres sont testées de façon organoleptique chez Ziegler. On a un panel de goûteurs, on a les tests Robinson, donc on le fait en interne et en laboratoire extérieur. Donc oui, c'est testé, le test Robinson en interne Ziegler et en externe Ziegler, labo extérieur. Parfait. Merci beaucoup David pour cette présentation. Je laisse maintenant la parole à Laurent Langlais, qui est chercheur au Centre technique du papier. Voilà Laurent, c'est à toi. Oui, bonjour à tous, merci Frédéric. Donc pour ma part, sur cette thématique des encres durables, je veux vous exposer en fait les premiers travaux qu'on mène au niveau du Centre technique du papier afin d'utiliser des ressources forestières, des ressources papetières pour aller vers une encre bois sourcée. Avant toute chose, je voulais juste peut-être vous rappeler qui nous sommes au niveau du CTP. Le CTP, on est un centre technique industriel, donc on a pour mission d'appuyer techniquement et scientifiquement la filière papier-carton pour améliorer les connaissances scientifiques et faire du transfert industriel auprès de l'industrie. Donc on est vraiment orienté vers les industriels. On est un peu plus d'une centaine de personnes et on fait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. On travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur du papier carton. Donc, ça part de la fabrication de la pâte à papier pour faire le papier jusqu'à la fin de vie avec les notions de recyclabilité et de désancrage, en passant par tout ce qui est usage, dont l'impression, la transformation. On s'appuie de laboratoires donc de chimie, de caractérisation physique et de contact alimentaire. En termes de prestations, on fait aussi bien de la recherche pour développer les innovations de demain, donc soit des recherches privées ou recherches collaboratives, mais on peut faire aussi de la simple prestation d'études et d'analyses pour une demande assez particulière. On fait également aussi de la formation. Au niveau du CTP, donc le siège se situe à Grenoble, où la majorité des activités se font. Et il y a en fait une antenne externalisée qui est basée à Douai, dans les Hauts-de-France, qui s'occupe plus particulièrement de l'imprimabilité, des notions d'impression, avec la plateforme imprimable sous le projet EPIT, sur lequel en fait on va étudier tous les phénomènes d'impression. Et en fait, on est situé sur Douai,
pour la simple et bonne raison, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est en lien directement avec les industriels. Et donc, lorsqu'on travaille sur l'impression et l'imprimabilité, on a pris l'objectif directement de faire nos essais chez les imprimeurs. Donc, on a tout un réseau de partenaires situés autour de Douai. Donc, comme le Nord est une région riche en imprimeurs en termes de diversité et en termes de nombre, on s'appuie en fait sur ce réseau-là pour faire nos développements et aller jusqu'au transfert industriel. On travaille sur tout type de procédés d'impression, donc aussi bien sur les procédés offset, donc pour faire du magazine, du journal ou de l'étui, sur la flexo, donc le marché de l'étiquette, du carton, donc qu'il soit en pré-print ou post-print. On travaille également sur la sérigraphie et les technologies numériques telles que le jet d'encre ou le tonnerre. On travaille au niveau des développements aussi bien sur les procédés en tant que tels, avec tout ce qui est paramétrage de l'impression, les nouveaux procédés d'impression qui arrivent sur le marché, sur le support, principalement papier-carton, et également sur l'encre. Et ce, à différentes échelles. Donc, comme je vous le disais, notre objectif est de faire du transfert industriel. Donc, on travaille directement dans les ateliers chez les imprimeurs à l'échelle 1. On a également au niveau de notre laboratoire des petits outils qui permettent de faire les premiers essais assez communs. Et je voulais juste insister sur le fait qu'on a une étape intermédiaire qu'on appelle pilote, sur lesquels en fait on arrive à avoir une bonne réalité de ce qu'il peut y avoir sur le terrain, avec en fait des outils qu'on a conçus et développés spécifiquement, parce que ça nous permet d'économiser du temps et de la matière. Des essais ou des études qui prendraient quelques semaines sur une machine, sur une presse industrielle, en quelques jours, on peut faire nos résultats et nos ajustements sur notre pilote. Donc, on a des pilotes en flexo, en offset et en sérigraphie. Au niveau du domaine d'activité, donc on travaille dans l'édition, mais aussi dans l'emballage, donc comme je vous le disais, sur l'étiquette, l'étui et le carton du lait. Historiquement, donc on travaille principalement sur l'impression graphique, mais de plus en plus, on s'ouvre à un autre domaine de l'impression qu'on appelle l'impression fonctionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer de la couleur sur les emballages, donc notre cyan, noir, cyan, magenta, jaune, on va déposer de la fonctionnalité. Deux axes sur lesquels on travaille, la fonctionnalité barrière, le domaine de l'emballage et tout ce qui est notion de scellabilité. Autre fonctionnalisation sur laquelle on travaille, c'est la notion d'impression électronisée. En fait, on dépose de l'électronique, des encres électriques, des encres conductrices, résistives, électroluminescentes, qui permet d'avoir un circuit sur l'emballage ou sur l'imprimé. Et on arrive à développer la thématique de l'emballage connecté. Mais aujourd'hui, sur la thématique sur laquelle je vais vous présenter la présentation, c'est la notion de démarche environnementale sur laquelle on travaille à rechercher des alternatives aux substances controversées et à développer des solutions éco-conçues. C'est sur cette dernière thématique que je vais vous exposer les premiers travaux qu'on réalise. Avant toute chose, je vais juste vous dire qu'on travaille au niveau de l'encre également. On a un petit laboratoire de développement d'encre qu'on a développé parce que dans les thématiques assez particulières, notamment, je vous ai parlé de l'impression fonctionnalisée, l'offre est assez limitée au niveau des encres et donc on a eu besoin soit de modifier, soit de formuler de nouvelles encres. Donc, on a la possibilité au niveau du CTP de fabriquer des encres à différentes échelles, de 100 grammes à 5 kg, donc du pilote jusqu'à l'essai industriel, avec l'aide d'un mélangeur disperseur-broyeur et aussi d'un rhéomètre viscosimètre pour faire nos contrôles et d'analyse rhéologique. Donc maintenant, si on parle de l'éco-conception ou d'engagement durable pour une encre, bien sûr, c'est vrai qu'au niveau de l'emballage, quand on va penser démarche environnementale, on va d'abord se focaliser sur le support et à juste titre, parce que l'encre ne représente que quelques pourcentages. On va déposer quelques grammes par mètre carré sur un support qui peut faire plusieurs centaines de grammes par mètre carré. Donc, c'est vrai que si on regarde au niveau de la démarche environnementale, quel que soit l'axe qu'on prend, c'est-à-dire la recyclabilité ou la biodégradabilité ou voire le biosourcing, c'est principalement le support qu'on va regarder. Mais attention, l'encre peut avoir un impact qui n'est pas négligeable par rapport à ces notions-là. Je vous ai mis juste en exemple une photo en fait d'une encre qui a complètement pollué en fait une station de désancrage, donc pour faire des fibres recyclées, où l'encre a vraiment pollué l'eau de traitement et coloré les fibres recyclées. Donc même si l'encre
un faible poids par rapport au coût total de l'emballage, il faut quand même la considérer quand on travaille au niveau des axes de développement durable. Avant d'aller plus loin au niveau des présentations et de la présentation au niveau des travaux, je voulais juste rappeler en fait en termes de la formulation d'une encre, de quoi elle est composée, sur quels axes on peut travailler. Donc l'encre, la fonction principale, c'est d'apporter de la couleur à un endroit bien précis. Donc la première matière qu'on va utiliser, c'est un pigment ou un colorant, sur lesquels en fait on va enrober un pliant ou un véhicule qui nous permet en fait d'assurer le transfert de l'encre sur le support, donc qui s'adapte au mode de l'impression et au support, suivant le support qui soit papier ou plastique, ou que l'usage soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On va sélectionner différents layants et véhicules. À ceci, on va adjoindre un solvant ou un diluant pour adapter la viscosité par rapport au mode d'impression. Et comme toute formulation, on y ajoute des additifs pour améliorer soit la processabilité, soit l'usage et la fin de vie du produit. Ce que je vous présente, c'est vraiment quelque chose de général. Voilà, chaque procédé a ses particularités, mais de façon générale, vous allez retrouver ces trois constituants de plus ou moins en proportion plus ou moindre, mais vous allez retrouver ces quatre constituants. Et on va essayer de travailler en fait sur chacun d'entre eux. Alors, avant d'aller sur le bois sourcé, je voulais juste parler du biosourcé. Donc, c'est l'axe qu'on a pris en fait pour les travaux sur lesquels c'est vraiment le biosourcing. Alors, une encre biosourcée, ça a déjà existé. En fait, à l'origine, les encres étaient plutôt biosourcées au début du XXe siècle, où on utilisait des huiles végétales, type d'huile de bois ou de la colophane, et les pigments étaient aussi naturels, avec par exemple de l'encre de sèche. Dans les années 60, avec l'avènement de la pétrochimie, on a eu une possibilité de nouveaux produits qu'on pouvait intégrer dans les encres qui ont apporté un gain technologique non négligeable en termes de performance, en termes de vitesse, et donc toute une panoplie de nouveaux produits qu'on intègre dans les encres maintenant sont issus de la pétrochimie. Par exemple, les pigments, la majorité des pigments sont issus de synthèse chimique, tout ce qui est base solvantée, également vient de la pétrochimie, et tous les systèmes UV, donc toutes les encres UV, vernis UV, sont issus également de la pétrochimie. Aujourd'hui, donc la thématique est plutôt de s'affranchir du pétrole et retourner à des produits d'origine naturelle. Donc, quelle voie on peut envisager? Différentes sont possibles. On peut revenir aux sources, c'est-à-dire réutiliser les huiles végétales de bois ou de colophane dans les encres. C'est déjà le cas. Donc, il y a quelques fabricants d'encre qui utilisent ça pour quelques encres particulières. On peut prendre l'axe aussi de la biochimie, c'est-à-dire en fait on utilise les mêmes molécules, mais au lieu qu'elles soient issues du pétrole, elles sont issues de ressources renouvelables, à l'instar du biodiesel ou du bioéthanol qui est issu de la canne à sucre, où on peut ouvrir à des nouvelles ressources disponibles qu'on pourrait intégrer dans l'encre. Et c'est sur cet axe-là en fait qu'on a voulu travailler pour développer une encre bois sourcée. Donc les ressources papetières et autres dérivés en fait, sont déjà plus ou moins utilisés dans les encres. Alors, pas forcément de façon majoritaire, mais on peut retrouver de la nitrocellulose ou de la hémicellulose dans les encres qui sont utilisées de façon assez importante. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, c'est voir si des nouveaux produits qui sont issus de l'industrie papetière ou des sous-produits qui ne sont pas valorisés venant de l'industrie papetière, est-ce qu'on pourrait les utiliser dans des encres? Donc, comme je vous disais, ce sont des premiers travaux, des travaux exploratoires, et on s'est fixé sur deux gammes de produits qui sont la lignine et les microfibrilles de cellulose. Je vais d'abord parler de la lignine. Pour être vraiment très, très simple, en fait, la lignine, c'est présent dans le bois. En fait, quand on fabrique le papier, le but de la fabrication de la pâte à papier, c'est de séparer la lignine de la cellulose. La cellulose est utilisée pour le papier et la lignine, souvent, est un sous-produit qui est valorisé mis en chaudière. Donc, l'idée, c'était de voir si cette lignine-là, on ne pouvait pas en valoriser l'usage. Alors, en tant que client, on en a parlé juste avant dans la présentation, c'est déjà possible, c'est déjà appliqué. Et là, on a voulu aller plus loin, on a voulu l'utiliser comme colorant pour des applications assez simples, mais qui répondent à certains besoins. Pour deux choses. La première chose, c'est pour trouver une alternative à certains pigments
qui sont, comme je le disais, plutôt pétrosourcés, donc retrouver des pigments biosourcés. Et on s'est focalisé plus sur les encres utilisées dans l'enveloppe, notamment pour le fond d'enveloppe, le caviardage, sur lequel en fait on a une couverture assez importante et des encres qui sont assez perturbatrices au niveau du recyclage. Et ce qu'on a pu réaliser, c'est développer une encre dont les paramètres rhéologiques sont adéquats par rapport à l'usage. On a confirmé une bonne impréméabilité, que ce soit au niveau laboratoire qu'au niveau industriel. Et ensuite, on a confirmé que ces encres-là ne perturbaient pas le désancrage. Et gain qu'on avait aussi vu, c'est qu'on avait une possibilité de réduire les coûts au niveau de l'encre. Donc, on a une opportunité, on a exploré cette opportunité d'utiliser la lining en tant que colorant, en tant que pigment, dans certaines applications particulières dans les encres. L'autre produit sur lequel on a commencé à travailler, c'est la microfibrille de cellulose. Pour expliquer ce que c'est, en fait, au niveau de la cellulose, il y a différentes échelles sur lesquelles on peut la voir. L'échelle de la microfibrille, c'est en fait une structure assez particulière en termes de taille, en termes d'épaisseur et de longueur, qui lui confère des propriétés intéressantes que l'on explore au niveau du centre technique papier, des propriétés barrières ou des propriétés de structure. Là, on a essayé de voir si ces MFC, donc qui était un nouveau produit de l'industrie papetière, pouvait pas être intéressant en termes d'usage dans les encres. Donc, c'est vraiment une première évaluation potentielle de ce produit. On s'est orienté plutôt d'abord sur les encres flexo à l'eau. Alors, les premiers résultats nous ont montré qu'en termes de résine ou co-résine, c'était peu probable parce qu'il faut quand même l'ajout de matière assez importante dans l'encre crée quand même pas mal de défauts en termes rhéologiques, mais cette notion de haute surface spécifique et de facteur de forme de la microfibrille de cellulose nous a orienté vers une utilisation intéressante en tant qu'additif rhéologique. Donc, on pourrait utiliser ces produits-là en tant qu'agent gélifiant, agent texturant, et voir un effet anti-coulure, donc comme vous voyez sur la photo, qui peut remplacer certains produits pétrosourcés ou certaines silices. Donc là aussi, on a des nouveaux produits qui peuvent être intéressants à intégrer dans les encres et à développer des encres plus bois sourcés. Voilà pour ma présentation. Donc c'est vrai que ce sont des nouvelles opportunités. On est sur plutôt des développements plus ou moins long terme. Le but, comme vous l'avez vu, c'est quand même de développer tout un portfolio de composants qui sont à développer pour le bois sourcé. On est vraiment au début d'une encre 100% bois sourcé. Comme je vous ai présenté dans la formulation, il faut les pigments, les véhicules et les additifs. Mais c'est vrai que l'idéal, la voie sur laquelle on veut s'orienter, c'est vraiment une solution, un emballage bois sourcé avec un support papier-carton et sur lesquels en fait on rapporte une encre qui est issue du bois et donc on reconstitue en fait une sorte de bois avec l'emballage. C'est notre, on va dire, objectif à plus ou moins long terme. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Laurent pour cette présentation. Alors, je vais donc te poser les questions dans le chat. La première, c'est est-ce que tu pourrais donner une définition du terme véhicule que tu as utilisé dans la diapo numéro 9? Véhicule, en fait, c'est la partie résine, la partie liant le polymère qu'on va rajouter en fait autour du pigment qui permet en fait de l'enrober et le fixer. Donc, il va être utilisé pour le côté transfert lors de l'impression et il va aussi fixer le pigment quand il va être sur le support. Ça va donner le côté filmogène. D'accord. Est-ce qu'on est très dépendant des importations pour la fabrication des encres et sur quels composants? De façon générale? Oui, de façon générale, je pense. De façon générale, c'est vrai que les matières premières des encres viennent d'un peu du quatre coins du monde. Donc, c'est vrai que oui, c'est des produits qui ne sont pas forcément locaux utilisés dans les encres. Alors, autre question, vu les différents composants qui entrent dans la composition d'une encre, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir une encre 100% biosourcée ou végétale. Je pense que tu as un peu répondu à cette question déjà en fait. On est sur la voie. C'est vrai que le 100% biosourcé, c'est assez atteignable au niveau des vernis, donc ils sont plus ou moins une encre sans pigment. Et c'est vrai que la côté pigmentaire est pour l'instant principalement issu de la pétrochimie, mais il y a des actions qui sont menées pour faire
pigments biosourcés, mais c'est vrai que c'est cette partie-là qui il y a encore des travaux à effectuer. On va y venir juste après, justement. Tu as parlé de microfibrilles de cellulose. Est-ce que par rapport aux nanotechnologies, la réglementation des nanos, est-ce qu'il y a un lien à faire ou pas? En fait, c'est un facteur d'échelle. Il existe les nanofibrilles de cellulose. Là, on a l'échelle un peu plus au-dessus, donc on n'est pas dans ces domaines-là. Quelles sont les conditions ou caractéristiques que doit remplir une encre pour ne pas perturber ou empêcher le recyclage d'un emballage? Alors là, c'est vraiment du cas par cas par rapport au procédé, à la formulation de l'encre. C'est un peu difficile de répondre de façon générale. Il faut vraiment aller sur la formulation de l'encre, le type d'encre utilisé. Donc, c'est difficile de formuler une réponse globale. Okay. Bah, écoute, merci bien Laurent. Et on va maintenant passer la parole à Jérémy Biache, qui est fondateur de la société, de la start-up, on peut dire, Pili, et qui va justement nous parler de ces fameux pigments biosourcés. Donc, Jérémy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les activités de Pili. La mission de Pili, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental et en particulier l'impact CO2 de l'industrie de la couleur. Donc effectivement, notre mission, c'est principalement aujourd'hui de développer des pigments et colorants biosourcés à partir de procédés de fermentation et de chimie. Je vais vous expliquer un petit peu. Juste très rapidement sur Pili, c'est une société qui compte une vingtaine de salariés aujourd'hui, qui développe des produits, qui ne les commercialise pas encore. L'entreprise a été créée en 2015 sur la base de cette mission, en fait, sans avoir de technologie particulière. Donc voilà, on a mis quelques années à se structurer et maintenant on investit, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, à peu près 2 millions d'euros par an pour développer justement ces produits et pouvoir apporter le plus rapidement possible des pigments et des colorants biosourcés sur le marché qui ont un impact réduit et notamment en termes de CO2 par rapport aux colorants et pigments pétrochimiques. Donc le constat est assez simple. On peut dire raisonnablement que dans les industries encre, plastique, peinture et textile, il y a largement 99% des pigments et des colorants qui sont d'origine fossile. Ils sont dérivés majoritairement de fractions de coproduits issus de l'industrie pétrolière ou de l'industrie du charbon. Leur production génère énormément de CO2 et consomme beaucoup de produits chimiques qui sont soit corrosifs, soit dangereux, enfin qui peuvent poser de problèmes. Par ailleurs, il y a la grande majorité des intermédiaires chimiques qui servent à produire ces colorants et ces pigments qui sont originaires d'Asie et quasiment tous en fait viennent soit d'Inde, soit de Chine. Ce qui peut expliquer parfois que quand il y a des restrictions environnementales, notamment en Chine, certains sites de production de pigments ferment, soit temporairement, soit durablement, et ça peut créer dans certains cas des chocs de l'offre très importants. Et donc on peut voir des prix monter parfois très fortement sur certaines références. Voilà, donc nous on pense que le futur de cette industrie de la couleur, c'est basé un peu sur ces 4 piliers, c'est-à-dire qu'il faut des produits qui soient écologiques et renouvelables, qui soient également performants et compétitifs, et évidemment qui puissent être produits à très très large échelle. Voilà. Et que ces 4 facteurs soient combinés, évidemment, pour pouvoir proposer une offre qui soit crédible et qui ait un réel impact à l'échelle mondiale sur cette industrie qui est, on peut dire, très polluante par rapport au volume qu'elle génère. Voilà, donc aujourd'hui, Pili est vraiment un des acteurs majeurs dans le développement de ces produits et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc l'idée, je vous l'ai dit, c'est de partir de biomasse, donc qui peuvent être des coproduits agricoles. On est en France, donc nous aujourd'hui, on se projette pour les premières productions industrielles dans des coproduits issus de l'industrie de la betterave. Mais on pourra dans le futur utiliser d'autres types de biomasse, et l'idéal vers lequel on tend et qui sera accessible un jour, ce sera d'utiliser des coproduits de différentes sources de biomasse, et vraiment des coproduits qui sont absolument pas utilisés, voire même peut-être des produits qui sont recyclés, enfin comment dire, des déchets plutôt issus de l'industrie papetière par exemple. Bon, déjà, aujourd'hui avec des coproduits agricoles, on va voir que l'impact environnemental de cette solution est vraiment très intéressant. Et donc le facteur de transformation, on va y venir, c'est des micro-organismes et des procédés de chimie verte. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez la chaîne de production des colorants et des pigments qui est segmentée de la sorte. Vous avez aujourd'hui des sources fossiles, soit charbon, soit pétrole, qui sont ensuite transformées avec des processus assez lourds de chimie, où il faut parfois monter à 350 degrés, utiliser beaucoup d'acide sulfurique ou d'autres types de produits chimiques qui posent problème, pour créer des intermédiaires chimiques fonctionnalisés ou fonctionnalisables, qui seront ensuite modifiés par des voies de chimie organique pour faire des colorants et des pigments. Donc Pili en fait travaille sur l'amont de la chaîne et veut vraiment disrupter cette partie production d'intermédiaires chimiques, puisque c'est là, en changeant ce procédé, qu'on peut biosourcer les produits. Et en fait, cette production d'intermédiaires, pour vous donner un ordre de grandeur, sur toute la chaîne de production des pigments et des colorants, c'est à peu près les 3/4 de l'impact environnemental. Donc nous, on donne des chiffres en équivalent CO2. Il y a d'autres indicateurs, mais cet indicateur-là est pertinent. Il prend en compte notamment les consommations d'énergie. Donc on estime qu'avec ces procédés hybrides, fermentation et chimie verte, on peut diviser entre 5 et 10 l'impact environnemental de la production de colorants. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que 1 kg de pigment ou de colorant émet entre 10 et 30 kg de CO2 par kilo de pigment et de colorant. Donc c'est très important. Ça veut dire que par tonne, ça fait quand même 10 à 30 tonnes de CO2 par tonne de produit. Et donc en fonction des pigments ou des colorants concernés, on estime qu'avec ces procédés-là, on pourra diviser entre 5 et 10 l'impact CO2. Voilà. Par ailleurs, ces procédés-là nécessiteront moins d'eau et moins de produits chimiques. Voilà, on estime que cette consommation est divisée à peu près par 5. Évidemment, on précisera au fur et à mesure du développement et des développements commerciaux ces chiffres pour chacune des références. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir mesurer ces indicateurs-là, et ce qu'on invite vraiment tous les acteurs de l'industrie à faire, c'est de demander à leurs fournisseurs de faire ce travail-là aussi, de faire ce travail d'ACV, de mesure, pour qu'à la fin, on puisse arriver sur un produit fini à avoir des estimations. Alors c'est complexe, la comptabilité extra-financière et environnementale, on le sait tous, mais pour nous, c'est un travail qui est nécessaire, qu'on fait à notre niveau, et on pense que ça sera utile que tous les producteurs de matières premières et ensuite les assembleurs, les formulateurs poussent aussi pour que ce travail soit fait, et qu'on puisse faire aussi, entre autres, des arbitrages sur les impacts CO2 des produits. Voilà, ça nous paraît extrêmement important. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est d'autant plus important qu'un produit biosourcé, certes, il n'utilise pas ou moins de matières premières fossiles, mais c'est pas parce qu'il est biosourcé qu'il émet moins de CO2. Donc voilà, c'est au même titre qu'un produit naturel n'est pas forcément
exempt de toxicité. Voilà. Donc il y a plein d'idées préconçues qu'on peut avoir, mais c'est pas évident. Et pour nous, c'est indispensable de travailler sur ces questions de mesure, parce que c'est pas la peine de faire un produit biosourcé si en fait il émet 3 fois plus de CO2 que le produit fossile. Ou en tout cas, peut-être que ça vaut le coup, mais il faut clairement se poser la question. Voilà, donc pour préciser un petit peu le procédé, vous avez en fait une fermentation qui sert à produire, comme je vous le disais, ces intermédiaires chimiques. Donc nous, en fait, on travaille sur des micro-organismes qui sont ingénérés, et donc on a à l'intérieur de ces micro-organismes des enchaînements d'enzymes qui permettent de catalyser les réactions et finalement de prendre le carbone qui se trouve dans la biomasse d'origine, de généralement le déconstruire pour reconstruire un squelette moléculaire qui du coup utilise du carbone biosourcé. On va extraire ces molécules de la fermentation et ensuite travailler sur des procédés de chimie verte pour avoir à la fin une molécule qui est performante. Puisque en gros, voilà, pour simplifier, la fermentation permet de biosourcer la majeure partie de la molécule et les procédés de chimie à la fin, qui se font sur des toutes petites échelles, permettent d'apporter de la fonctionnalité ou de la diversité moléculaire et donc de la diversité coloristique. Voilà, et donc ces deux étapes qui sont développées par Pili sont généralement protégées par des brevets. Et une chose qui est intéressante à noter, c'est que Pili en fait innove sur la synthèse, que ce soit la biosynthèse au niveau de la fermentation ou la synthèse organique sur les étapes d'après, mais pas sur les procédés de production. Ce qui nous permettra d'aller rapidement à des échelles industrielles et de pouvoir produire ensuite des quantités très importantes. Nous, on se projette dans des centaines ou des milliers de tonnes pour pouvoir avoir un réel impact en termes notamment de CO2. Donc, juste pour donner des exemples, si tout le monde n'est pas familier avec la fermentation industrielle, c'est quelque chose qui se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ça sert à produire notamment des médicaments comme l'insuline, qui était initialement produite, enfin extrait de porcs, d'animaux. Aujourd'hui, c'est produit avec des micro-organismes. C'est par exemple des ingrédients pour la food, comme la vanilline, qui peut être produit par fermentation. Ce sont toutes les enzymes qu'on trouve dans nos lessives, les protéases par exemple, qui servent voilà, à casser les protéines ou les graisses pour d'autres enzymes, et puis d'autres produits comme des fragrances par exemple dans le secteur de la cosmétique. Voilà. Sur nos équipes de R&D, elles sont basées à Toulouse pour la partie biotech et à Paris pour la partie chimie. On est hébergé dans des laboratoires avec qui on collabore et qui ont beaucoup d'expérience dans ces domaines-là et qui nous donnent aussi accès à tout le matériel qu'il faut pour développer ces produits-là. Ensuite, en termes de production, il y a en fait des différentes entreprises en France qui nous permettent de monter en échelle et de produire des lots qui sont de grade industriel. Voilà, pour la présentation un petit peu générale de Pili et de la technologie. Donc, je vais essayer d'accélérer parce que je pense que le temps passe. Ça va aller très vite. Là, vous avez un petit peu un panorama des produits qui sont en cours de développement chez Pili. Voilà, donc je vous l'avais dit, grâce à cette partie chimie qui arrive en bout de chaîne, on est capable de créer une diversité coloristique relativement importante. Et donc, vous voyez que en fait, on a deux lignes de produits qui sont en cours de développement, des lignes de pigments donc, qui sont plutôt insolubles et des lignes de colorants qui sont plutôt solubles dans le milieu concerné. Concernant les pigments, c'est ce qui est le plus avancé, le plus mature. Donc, on va l'année prochaine commencer à monter en échelle les procédés de production. Et donc, on aura des échantillons disponibles en test sur des pigments, un pigment violet, un pigment rouge, probablement un pigment orange et un pigment bleu. Donc, on va travailler avec différents industriels. Pili n'est pas spécialisé dans la formulation d'encre, Pili est spécialisé dans la production de colorants et de pigments et a vocation à devenir un producteur de pigments et de colorants. Donc, il faudra évidemment qu'on fasse des collaborations
avec des entreprises qui ont le savoir-faire, comme Sigwerk par exemple, ou d'autres, sur les encres, sur les peintures, sur les plastiques, pour pouvoir tout simplement avoir les formulations pertinentes et qui sont adaptées à nos produits. Voilà. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des pigments et des colorants qui sont déjà existants, ce qui permet d'avoir l'assurance qu'ils sont déjà enregistrés REACH. On sait à l'avance quelles sont leurs performances en termes de tenue à la lumière ou autres, en termes de migration, etc. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite sur la qualification des produits et de savoir, voilà, dès les premières qualifications, où est-ce que ces produits pourront s'intégrer. En termes de maturité de produit, vous voyez que on va entrer dans une phase de qualification pour les produits biopigments. Pour les colorants, ça devrait arriver plutôt fin 2021. Et ce qu'on recherche aujourd'hui en termes de collaboration, c'est 2 types de collaboration. Soit ce qu'on a écrit là, early tester, c'est-à-dire des partenariats où on fait plus qu'un test avec des partenaires. On prévoit un plan de développement qui permet de faire toute une série de tests pour se mettre dans les meilleures conditions pour avoir un produit qui est commercialisable. Et puis, bon, ça c'est éventuellement aussi possible, du développement de produits, mais bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. On pourra proposer aussi des qualifications plus standards un petit peu plus tard, quand on aura en fait suffisamment avancé sur la maturité de nos produits et qu'on produira des lots qu'on peut échantillonner de manière plus récurrente. Et ça sera plutôt, je pense, en 2022 pour les pigments. Voilà, vous avez juste un petit exemple de premier colorant textile. Alors bon, je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est ce qui était disponible en premier. Donc vous voyez qu'il y a sur votre gauche une trichromie et puis ce qu'on peut faire en termes de teinte relativement facilement en mélangeant ces couleurs sur votre droite. Voilà, ça c'est la première trichromie que Pili a été en mesure de sortir. On va évidemment développer nos gammes de couleurs pour proposer de plus en plus de variétés et avec évidemment des produits qui sont performants et compétitifs. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un aspect très important de la stratégie de Pili, c'est de développer des produits qui sont compétitifs avec la pétrochimie, puisqu'on pense que même si certains clients, que ce soit des clients B2B ou les clients à la fin, les utilisateurs finaux, ils sont prêts à payer peut-être un petit peu plus pour un premium environnemental. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que les solutions écologiques doivent être compétitives, sinon elles ne sont pas vraiment écologiques. Voilà. Donc, notre stratégie, c'est vraiment quand on développe des produits, d'être certain que à moyen long terme, nos offres seront compétitives avec la pétrochimie. Et c'est possible, ça se comprend, puisque les procédés finalement de biosynthèse et de synthèse, comme ils nécessitent moins d'énergie, qui sont plus économiques, on est à peu près certain que ce sera compétitif. Enfin, on est certain que ce le sera parce qu'on a des modèles de coûts de production qui sont très précis, mais l'explication, c'est l'utilisation énergétique. Voilà, en synthèse, Pili donc, développe des solutions de coloration, alors surtout pigments et colorants, qui doivent ensuite être intégrés généralement dans des matrices pour les peintures et coatings, enfin les revêtements, les encres, les polymères et les textiles. 2 lignes de produits, 7 familles de brevets qui sont soit obtenues, soit en cours de revue par les offices, des publications scientifiques. C'est 6 millions d'euros investis depuis 2015, alors avec une bonne partie qui est surtout investie depuis 2018, un peu de revenus à travers des collaborations pour des développements de produits et puis voilà, une vingtaine d'employés. Je vous remercie pour votre attention. Je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Jérémy. Oui, effectivement, il y a des questions. Alors, il y a une première série de questions par rapport aux supports sur lesquels donc pourraient venir se poser ces encres. Vous avez déjà indiqué effectivement les développements de gamme pour les textiles, pour les plastiques, pour les papiers.
Et là, on a des questions vraiment très concrètes en fait sur le type de textile à base de PP ou à base de PET. Est-ce qu'il y aura des applications possibles sur ce type de matière? Oui, alors justement, c'est les premières matières qui sont compatibles avec la gamme sur le textile. Donc en fait, ce qu'on a développé, c'est des colorants dits disperses qui sont donc utilisés pour les fibres synthétiques. Donc en fait, ça se rapproche plutôt, alors on appelle ça des colorants dans le textile, mais ça se rapproche plutôt de pigments, puisqu'ils sont très très peu solubles dans l'eau, et en fait ils sont dispersés dans la fibre avec un procédé de teinture qui est particulier aux fibres synthétiques. Donc pour l'instant, Pili n'est pas en mesure de proposer des colorants réactifs qui sont utilisés pour le coton, parce que c'est technologiquement plus complexe à développer. Donc, on y pense, mais ça sera fait dans un second temps. Il y a aussi des questions concernant donc les process, notamment pour la partie film. Est-ce que ça peut fonctionner sur les process habituels du type impression, flexo, offset? Alors, je dirais que a priori oui, mais en fait, ça dépendra des molécules. Nous, ce qu'on observe sur les différentes applications des colorants et des pigments, c'est qu'il y a vraiment certaines classes de molécules qui sont utilisées pour telle ou telle application. Dans certains cas, d'autres pigments ou d'autres colorants sont peut-être substituables, puisqu'il y a des utilisations qui sont devenues très, comment dire, il y a en tout cas des pigments, des références de pigments et de colorants qui sont devenus les références sur un secteur parce qu'ils avaient probablement le meilleur couple performance-prix, voilà, que ce soit sur une vivacité de teinte, une résistance à la lumière, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont substituables, je pense. Donc, il faudra évidemment regarder au cas par cas. Mais l'intérêt de notre approche, c'est que il n'y a pas ou très rarement de molécules nouvelles pour des questions de facilité de mise sur le marché. Et donc, en fait, ces molécules-là, elles sont biosourcées, mais ce sont les mêmes que des molécules fossiles. Et donc, elles se comportent exactement de la même manière. Et puis, une dernière question concernant le sourcing. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le type de matière première utilisée? J'ai une question notamment, est-ce que vous avez fait des tests avec des algues? Non, alors on n'a pas fait de tests avec des algues. Nous, à notre connaissance, pour le moment, il n'existe pas comment dire, de source de biomasse qui est suffisamment disponible à grande échelle et qui a été testé et validé pour des procédés de fermentation. Alors, je peux tout à fait me tromper, peut-être qu'il en existe. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas entendu parler. Mais de toute façon, de plus en plus, on va regarder de plus en plus de sources de biomasse. Et évidemment, on fera des analyses de cycle de vie pour voir quelle source est la plus intéressante. Voilà. Mais la contrainte, elle est quand même assez forte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de biomasse disponible et que la source soit stable. Voilà. On ne peut pas se permettre de développer une technologie et un procédé industriel sur la base d'un feedstock, d'une ressource qui par exemple, a trop de volatilité prix. Et il y a la question, bien sûr, aussi de la concurrence avec l'alimentation. Oui, alors ça, c'est vraiment pas un souci. Aujourd'hui, la plupart de la chimie du végétal se travaille en fait comment dire, en synergie avec les applications alimentaires. Alors j'exclus tout ce qui est biocarburant de la chimie du végétal. Ça, c'est différent. Pour moi, c'est de l'énergie. Ça n'a rien à voir. Les volumes sont très différents. Mais la plupart du temps, les applications chimie du végétal utilisent des coproduits ou voilà, travaillent en fait vraiment en complémentarité des usages alimentaires. Alors, j'arrête de m'exprimer là pour toute la filière,
en l'occurrence, dans le cas de Pili, ce sont des feedstocks qui ne sont pas utilisés pour l'alimentaire. Voilà. Par ailleurs, au vu des volumes, de toute façon, même si c'est pas le cas, mais même si c'était potentiellement utilisé pour de l'alimentaire, il n'y a absolument aucun enjeu vu les volumes utilisés par rapport à la production agricole. Il n'y a vraiment mais absolument aucun risque d'affamer la planète comme on entend par moment, mais bon, de toute façon, c'est pas utilisé dans l'alimentaire. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, Merci à on vous. va clôturer, on va clôturer ce webinaire, en espérant que ça vous a intéressé. Et nous allons bien sûr vous envoyer les présentations disponibles, hein, sauf celle de Pili. Mais bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous voulez échanger, avoir plus d'informations. Donc, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, on a vraiment une tendance des encres, tout comme les emballages de manière générale, à aller vers de l'éco-conception et des produits bientôt peut-être 100% naturels. Il reste encore quelques étapes à franchir encore, mais on y arrive petit à petit. Est-ce que Léa, tu veux aussi un petit mot de conclusion? Bon, en tout cas, je remercie tous les intervenants. Je vous remercie aussi d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire sur un des thèmes qui reste à définir. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, on est preneur. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.